D'accord, Bonjour donc Alain. Bonjour. bonjour. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons, Alain et moi, donc conduire un dialogue, éventuellement d'ailleurs un dialogue aussi nourri par Dominique, effectivement, que je connais bien. Donc l'idée de la création de l'Université des patients ou de ce qui nous anime aujourd'hui, c'est finalement une question qui est une expérience, comment ça se transforme? Une expérience, est-ce que c'est transformable en expertise? Oui, et à quelles conditions? Il y a d'autres questions qui sont presque philosophiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait finalement des expériences qui sont elles-mêmes créatrices ou promotrices ou mobilisatrices d'apprentissage, c'est-à-dire on peut apprendre dans des situations hostiles. Est-ce que ces apprentissages, on doit juste les garder pour soi, ou est-ce qu'ils sont utiles à la collectivité? Donc c'est une série de questions comme ça qui sont des questions aussi contemporaines. Donc l'idée, si en plus on réfléchit en termes de démocratie sanitaire, si on réfléchit en termes d'expérience patient, on a maintenant suffisamment de socles législatifs pour dire que, par exemple, il y a un énoncé de type législatif avec des recommandations. Depuis, alors si on prend la loi 2002, l'arrivée par les droits, la loi 2009, HPST, éducation thérapeutique, la loi 2016, transformation des systèmes de santé, on voit que a priori, il y a une possibilité, en tout cas, on a des dispositifs de loi et surtout des postulats. Un qui est de dire on ne va pas améliorer la qualité des soins si les patients ne montent pas à bord, si on ne prend pas en compte l'expérience patient. Pour être accrédité, deuxième dispositif législatif, eh bien, il faut avoir collecté l'expérience patient. Donc, on a un certain nombre comme ça de données, à la fois donc des socles législatifs, de recommandations. C'est très intéressant ce débat aujourd'hui, puisque l'HAS va sortir dans quelques semaines un nouveau guide sur les mécanismes à mettre en œuvre pour la reconnaissance sociale des usagers et patients qui interviennent dans le système de santé. L'éducation thérapeutique a mis en valeur l'importance et a valorisé, reconnu la part des patients comme intervenants, et donc l'utilisation, la transmission de savoir, enfin, le statut même des savoirs expérientiels. Donc, ce qui est intéressant dans la journée d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, et Alain ira aussi avec un autre exemple concret, c'est que cette validation des acquis de l'expérience, c'est quelque chose, avec la VAE qui est devenue la REVA, avec un texte officiel de l'année dernière, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Déjà, premièrement, il y a quelque chose qui se passe qui indique la nécessité, l'intérêt de reconnaître l'expérience, mais quelque chose qui s'appelle la validation des acquis d'expérience. Donc, c'est la deuxième étape. Comment, donc, valider les acquis d'expérience? Donc, la VAE, je trouve que c'est toujours intéressant de regarder l'histoire. Les premières VAE, ce sont donc les vétérans, quand ils sont revenus de la guerre. Ils ont exigé qu'on prenne en compte les compétences qu'ils avaient acquises pendant la guerre, parce qu'ils disaient, attendez, nous, on était en train de faire des études, pendant ce temps-là, on n'a pas pu les faire, donc nous voulons un système de reconnaissance et donc de VAE, de validation des acquis de notre expérience, et à partir de là, reprendre des études, avoir accès à des études, etc. Donc, je crois que c'est important, parce que je disais à Alain hier ou avant-hier, qu'on se resitue dans une histoire. Par ailleurs, si on réfléchit en termes de société,
Bon, on a l'émergence de nouveaux métiers. Donc, ça tombe bien, dans les nouveaux métiers de la santé, on voit bien, patients, etc. Bon, il y a ça. Deux, les compétences du monde de demain. Donc, quand on voit les référentiels des compétences dont on aura besoin, par exemple, il y a un référentiel européen demain, eh ben, ça sera être agile, savoir faire quelque chose à partir d'expériences de stress, des compétences relationnelles. Donc, on voit qu'il y a là quelque chose de sociétal qui, je crois, nous dépasse. Donc, quand on parle de VAE ou de bilan de compétences, maintenant, on voit que ce qui fait une compétence, c'est des études, une formation, une pratique, mais c'est aussi une expérience de vie. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui va tous nous interroger. Alors, moi, ce que j'ai fait avec l'Université des patients, c'était une manière concrètement de dire, finalement, en plus, moi, j'étais très, très active dès les années 80, donc dans le VIH-Sida, c'était, mais finalement, toutes ces compétences acquises, les militants des associations qui étaient devenus des acteurs de santé publique, mais alors de premier ordre, puisqu'ils conseillaient même les gouvernements, chez nous en France, mais aussi au niveau international, etc. Eh bien, est-ce qu'on ne pouvait pas, dans nos universités, eh bien, voir s'il y avait des diplômes dans lesquels ils pouvaient rentrer directement, devenir justement des acteurs de santé publique, mais leur faire sauter 1 ou 2 années, enfin, dans plein de choses, etc. Donc, moi, l'Université des patients, c'est juste, en fait, moi je dis toujours, c'est le premier modèle inspirant, c'est-à-dire j'ai juste ouvert la porte, maintenant c'est commun, etc. Voilà, on a plus de 12 universités en France qui ont ouvert leur diplôme aux patients. Donc ça, c'est un point, c'est de dire qu'on a ouvert la porte, nous, à Sorbonne, pas si facilement que ça d'ailleurs, mais on l'a fait. Maintenant, on a 3 diplômes, ça tourne, il y a plus de gens que de capacités, et puis ça s'est fait. Et maintenant, il y a des gens qui vont, qui peuvent peut-être aller plus loin. Moi, je sais que j'en suis déjà là en ce moment. Moi, je suis dans une expérimentation nationale que je porte, qui est créer des centres de bilan de compétences sensibles aux épreuves de santé, en commençant par le cancer. Donc, je suis en train de créer un centre de compétences pour les personnes qui ont eu un cancer. Et carrément, là, j'ai les soutiens de la GFIP, etc. Donc, des soutiens publics extrêmement importants. Donc, on voit bien que, voilà. Donc, ça, c'était juste peut-être pour, comme on a peu de temps, vous donner comme ça plein de petites choses qui expliquent ou qui peut-être juste sont un contexte. Juste, moi, j'avais dit, je vais resituer le contexte. Et si toi, Alain, tu peux présenter justement ton exemple concret, c'est-à-dire que tu t'es dit, enfin, vous vous êtes dit, eh bien, nous, on va déposer au RNCP un nouveau métier qui s'appelle patient expert en addiction. Comment tu as fait, comment tu as créé les référentiels, comment tu reçois donc les publics qui disent moi je veux entrer dans ce métier, etc. Oui, merci Catherine. Alors, je vais dire 2 mots et merci de votre invitation, hein, merci infiniment. Je vais dire 2 mots de France Patient Expert Addiction, donc, qui est une association qui est bien plus jeune que l'Université des patients, donc créée fin 2018 à l'initiative du professeur Michel Reynaud, et qui a réuni en fait des associations de patients. Et donc, autour de cette idée du patient expert, de la paire aidance, avec une volonté finalement de sécuriser leur place dans le système de soins. Et il apparaît qu'en France, on a de la diplomite aiguë, hein, et une façon de sécuriser cette place, effectivement, c'était de développer une certification pour ces patients experts. Quand je dis qu'on a de la diplomite aiguë en France, en Europe, il y a 30 000 diplômes, dont 15 000 en France. C'est juste pour vous donner une idée. Et on est 27 pays. Voilà. Donc, c'est un peu une tradition française. Mais ça nous intéressait. Et moi, je viens du monde
du monde de la formation. Je suis moi-même un ex-addict à l'alcool, au tabac et d'autres choses encore. Et je travaillais à ce moment-là pour une, et je travaille toujours pour une de ces associations de patients qui s'appelle Je ne fume plus. Donc, comme son nom l'indique, on travaille sur l'addiction au tabac. Et donc, ce moment-là, c'était aussi rencontrer des associations qui représentaient d'autres parcours addictifs, d'autres expériences de vulnérabilité. Et quand on a eu cette commande du professeur Michel Reynaud, un peu, donc, à laquelle on a adhéré, on s'est attaché avec Françoise Gaudel, euh, qui, euh, qui, avec qui je travaille depuis très longtemps. On avait travaillé très longtemps ensemble depuis le début des années 2000 sur la validation des acquis de l'expérience, la VAE, mais dans un contexte tout à fait professionnel. Et il nous a semblé que cette démarche, elle était pertinente pour construire un parcours de certification. Alors, j'y mettrai peut-être un bémol tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, on reconnaissait tous, à travers nos pratiques, que l'activité de pair aidance, finalement, c'était peut-être bientôt effectivement un nouveau métier, mais c'était en tous les cas une fonction utile socialement. Et par contre, si c'était un métier, c'est pas forcément un métier auquel on avait rêvé quand on était tout petit. C'était pas un objectif d'un parcours de formation initiale, mais c'est plutôt quelque chose qui arrivait après, on peut dire des accidents de la vie, mais après des parcours de vulnérabilité et de rétablissement. Alors, Catherine a parlé effectivement de cette validation des acquis d'expérience, et je me rappelle que dans les années 2000, les gens faisaient souvent une confusion sur cet acronyme, et ils parlaient de valorisation des acquis d'expérience. Hein, ils se trompaient sur le premier mot, et moi, c'est un jeu de mots qui m'intéresse, puisque quelque part, en montant cette certification, eh bien, on va valoriser, hein, au-delà de valider, on va aussi valoriser, c'est-à-dire on va aider la personne à développer son pouvoir d'agir, son empowerment, et on va valoriser finalement quelque chose qui pourrait être finalement un mauvais souvenir ou une période très, très difficile. De ça, elle va en faire quelque chose d'utile pour elle et pour les autres. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est attelé en fait à construire un référentiel. Et on a rencontré la Mildeka aussi, qui nous a dit, oui, bah ça c'est bien joli, mais il y a aussi Bichat qui travaille là-dessus depuis quelques années. Et nous, on n'a pas envie qu'il y ait plusieurs certifications, plusieurs projets. En tous les cas, on ne les soutiendra pas. Et donc, vous allez aller travailler avec la PHP, avec Bichat. Voilà, donc bah, on s'est rencontrés, on a une vision peut-être un peu différente, hein, parce qu'ils sont un peu centrés, enfin, c'est hospitalo-centré, hein, très clairement. Nous, c'était plutôt l'expérience effectivement des associations, mais bah, on a trouvé des terrains d'entente et on a mis en place un référentiel de certification. Donc, un référentiel de certification, c'est simplement une liste d'activités et de compétences d'un patient expert en activité. Et l'idée derrière, c'est effectivement de monter un parcours qui permettait soit de conforter, soit de reconnaître, soit d'acquérir ses compétences. Voilà, globalement. Donc, je peux peut-être faire une première Oui, pause alors une ici. Oui. petite précision, Alain, justement, merci pour cette expérience et cet apport novateur dans la reconnaissance de l'expérience patient. Mais est-ce que ces critères définis dans on va dire le référentiel permettent automatiquement d'avoir une validation, une reconnaissance plus exactement de la validation? Est-ce que ça permet d'être éligible à un parcours diplômant? Comment ça se passe? Alors voilà, donc en fait, on a adopté le séquençage
de la VAE, c'est-à-dire qu'en fait, on a une étape de recevabilité, hein, et puis après, il y a un parcours, il y a l'opportunité de remplir un livret de description de ses acquis en regard du référentiel, et il y a de nouveau un jury qui va reconnaître, qui va confirmer et délivrer la certification. Hein, les jurys sont paritaires, il y a deux patients experts certifiés et il y a deux professionnels de la dictologie. On cherche à avoir à chaque fois plutôt un professionnel soignant et un employeur. Hein, puisque ça, effectivement, ce qui nous intéresse à travers ça, effectivement, c'est qu'on puisse insérer des patients experts un peu partout dans le système de santé. Et dans le monde du travail. Et dans le monde, et dans le monde du travail. Et ça, on a cette expérience, notamment avec Je ne fume plus, où on intervient dans les usines, au contact, on fait de l'aller vers, on fait du marketing social en commun avec les infirmiers, les infirmières et les médecins du travail, et avec non pas un objectif de prévention, genre le tabac c'est dangereux, ça peut, etc., mais c'est sachant que 2 fumeurs sur 3 ont envie d'arrêter de fumer, on y va direct, on s'installe dans le réfectoire, on les accueille, on leur donne des échantillons, on les équipe, on leur explique, et ils repartent avec une ordonnance. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais ils sont suivis au moins par les soignants. Donc, c'est un travail de collaboration. Donc, le monde du travail, oui, tout à fait, est concerné par cette approche. Alors, concernant la certification, ce n'est pas qu'une VAE, pour répondre à ta question, ce n'est pas qu'une VAE, c'est d'abord une formation. Alors pourquoi ce n'est pas qu'une VAE? Déjà, pour le RNCP, j'avais posé la question naïvement, pour France Compétences, ça n'a pas de sens qu'une certification ne soit composée que de VAE. D'accord? Il faut un dispositif de formation. Et en fait, à travers un certain nombre, il n'y en a pas eu beaucoup, mais ils étaient suffisamment significatifs, quelques incidents lors du jury de recevabilité, hein, on s'aperçoit que, en fait, poser comme enjeu dans un jury de recevabilité d'avoir l'opportunité de devenir patient expert ou pas, c'était un enjeu trop fort. Un enjeu trop fort, surtout en cas de refus. C'est-à-dire que des personnes qui étaient tout à fait légitimes dans leur pratique, ce qu'on demande, comme les prérequis qu'on demande, j'ai oublié de dire ça, les prérequis qu'on demande, c'est effectivement avoir une expérience de l'addiction, de conduite addictive, avoir une expérience de rétablissement et avoir aussi un début d'expérience de pérédance. Et donc, si on pose ça comme enjeu de la recevabilité, eh bien, on peut casser des gens. On peut casser des gens si, pour une raison ou pour une autre, la recevabilité est refusée. Alors, on a pour l'instant environ 150 personnes qui sont passées. On a eu, je crois, 2 refus. Mais pour moi, c'était trop. Hein, c'était trop, parce que ces refus étaient quelque part pour moi exemplaires. C'est-à-dire, c'était des images du patient expert qui s'opposaient. Et ces images, elles sont autour du rétablissement, hein, des conflits de représentation autour du rétablissement, avec en sous-texte abstinence, réduction des risques, etc. Voilà. Et donc, dans la poursuite de ce projet, on a revu notre copie et on parle maintenant d'un parcours de formation certifiante, c'est-à-dire que si par hasard une personne devait être refusée, elle est simplement refusée à une formation. Ce n'est pas le même enjeu. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne lui dit pas tu ne peux pas être patient expert ou tu n'es pas encore capable d'être patient expert. Ce n'est pas le sujet. Hein, le sujet, c'est tu rentres pas dans un parcours de formation, de certification. Et ça, c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire avoir une petite mise à distance, hein, et pas une remise en cause des compétences, des compétences de la personne.
Ensuite, effectivement, donc ce parcours de certification, dans un premier temps, ce qu'on disait, voilà, on faisait un point sur les compétences de la personne observable par rapport au référentiel, et on disait, ben voilà, il va falloir que tu complètes ton expérience avec ceci, cela. Mais quelque part, c'était aussi dire à cette personne qu'elle était incomplète s'il fallait compléter. Hein. Alors, on procède à l'envers, voilà, c'est-à-dire qu'on a une offre de formation, voilà, qui est là, et on va lui dire maintenant, eh bien, au regard de ton expérience, tu n'as pas besoin de suivre tel ou tel module. Ce n'est pas nécessaire. Si tu veux les suivre, tu peux les suivre, mais ce n'est pas nécessaire. Et on va te composer effectivement une formation à la carte avec des expériences à la carte aussi. On tient beaucoup à l'altérité, c'est-à-dire si quelqu'un n'a travaillé que dans des associations de patients, on va lui proposer de faire des stages en CARUD, en XAPA, dans d'autres contextes. Si quelqu'un, au contraire, et ça arrive assez souvent, c'est un addicto, par exemple, qui a repéré un patient et qui voudrait le faire certifier, eh bien, on va sortir ce patient de sa zone de confort et de sa zone de soins pour l'emmener dans d'autres contextes. Hein, pour nous, c'est très important qu'il y ait cette dimension de l'altérité et revoir, en fait, avoir à traiter d'expériences qu'il n'a pas forcément vécues. Hein, c'est pour nous important. Oui, une formation donc à la carte Oui, basée sur le renforcement positif, ce qui va faire c'est ça. plaisir, c'est quelque chose qu'on a vécu effectivement à l'université des patients, Oui. où on dit effectivement il Mm. serait bon de pouvoir compléter par ça, mais il n'y a jamais rien de refusé. Est-ce que cette validation en addicto est transposable? Tout à fait. On travaille avec le GHU Paris. Donc c'est le groupement hospitalo-universitaire qui est ça doit être le plus gros du dispositif de santé mentale en Europe pour une transposition de cette certification sur de la pérédance en santé mentale et sur de la proche aidance en santé mentale. D'accord. Euh, Rien que sur le domaine de la santé mentale. Alors là, après, hum, ça s'adresse à Catherine. Qu'est-ce qu'on hum, fait dans les autres domaines de la santé? On peut faire la même chose. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on a vu, on a plusieurs universités où on a envie de s'engager. Donc, il y a Grenoble, Nice, le GHU, le Sainte-Anne. L'idée, c'est qu'en fait, si on le désire, c'est-à-dire avec des associations, avec des acteurs qui ont envie qu'on développe ça, rien ne s'oppose. On a tous les dispositifs législatifs pour le faire. Rien ne s'oppose à ce que des universités développent à la demande, parce que je pense que c'est important aussi, Alain, qu'on parle de finalement si ça marche, parce qu'il y a une demande. Par exemple, l'université des patients, on peut critiquer, on hum. peut dire il n'y a pas besoin d'université, etc. Même moi, je le pense, Si, il n'y a pas de si, souci. Mais la question, c'est qu'il y a une demande puisqu'on a des listes d'attente. bien sûr. Donc, parce qu'en ce moment, il y a un débat, a-t-on besoin de ci ou ça. Donc, la question, c'est de regarder la demande. S'il y a une demande, et il y en a une, eh bien, il faut dire, effectivement, il faut engager nos universités en disant, en plus, on a un débat intéressant parce que comment on pourrait appeler? Est-ce que ça va être père aidant? Est-ce qu'on va dire patient partenaire? Est-ce qu'on va dire patient formateur? Il y a une terminologie, comment on va faire? Est-ce qu'il y aura plusieurs types de diplômes, etc. Est-ce que à côté, il y a des services de soins, par exemple en oncologie, on n'a plus de 15 personnes qui sont patientes, partenaires, diplômés de l'Université des patients, en poste, salariés, recrutés, CDD, CDI, avec des passages en CDI. Donc, s'il y a ça qui se passe, la question c'est de dire, on doit donc ajuster. Et donc, s'il y a des VAE à faire, eh bien, tout est possible dans n'importe quelle université. Et je crois aussi qu'il faut toujours dire que les universités, en tout cas en France, celles qui sont publiques, elles appartiennent aux citoyens. C'est aux citoyens de faire des demandes aux universités. Ce n'est pas aux universités de rester dans leur monde et de dire ah bah tiens, on va faire tel diplôme, tel diplôme. Oui, oui, c'est très bien, bien sûr. Mais si des citoyens disent bah, l'université, c'est à tout le monde, puisque c'est un dispositif public, et on a envie que à ce moment-là, on va voir universitaires en région, etc., chacun dans sa région, en disant voilà, nous, on a besoin de ça, parce que.
Et donc, à partir d'un rationnel, l'université ne peut pas dire non. Ton esprit créateur est en train de faire une université ETP co-construite. Oui, 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 ah oui. oui, oui, Ouais. tout à fait. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, effectivement, avec Catherine, on a été mal élevés au même endroit, hein, Oui, puisqu'on on a tous les deux commencé à Vincennes quand c'était encore Vincennes. exact. Et Ouais, effectivement, avec ouais. cette idée, effectivement, que l'université, elle appartenait à tout le monde, Aux citoyens aux et citoyens. citoyennes. Ouais. C'est plus que de la démocratie sanitaire, là, du coup, c'est de l'université démocratique. Et effectivement, la position de Sachant a énormément été revisitée et Oui, je crois qu'il est capital de justement savoir d'où je parle et d'avoir oui, une position qui soit paire. Moi, j'aime bien les psys là, qui ont créé la paire aidance parce que oui. du coup, c'est un joli mot en fait, Mmh. surtout qu'en plus, eux ne parlent pas de guérison, mais de rétablissement, ce qui Mmh. est Oui, encore Oui, plus oui, significatif. oui, oui. On est bien là-dessus, on est bien sur cette idée de père aidance. Et oui, quant à la terminologie, patient expert, père aidant, euh, euh, travailleurs pairs, on a aussi des chercheurs pairs, hein, oui. des patients chercheurs. Notre projet a été évalué par le GHU en évaluation externe et une patiente en recherche, enfin une chercheuse Mm. patiente, a participé à cette évaluation. Donc effectivement, on peut être à tous ces endroits. Puis je crois que c'est une réflexion très, très générale sur le renversement de l'expertise. C'est-à-dire que les situations de vulnérables, les vulnérables, des personnes en situation de vulnérabilité produisent des connaissances. Donc, si on veut peut-être, je ne sais pas moi, réduire les vulnérabilités, il faut peut-être s'intéresser à ce qu'on appelle souvent en science les acteurs faibles. Les acteurs faibles sont producteurs de connaissances et donc il faut les transformer en acteurs forts du système. Parce que c'est ça le problème, c'est pour Mmh. l'instant, on a des acteurs en position de dominance qui viennent finalement gérer la vie, les lois, etc., des acteurs supposés faibles. Donc c'est un renversement, il y a un grand terme aussi en ce moment à la mode, des injustices épistémiques. C'est-à-dire Mhm. on reconnaît comme producteur de connaissances quelqu'un qui est déjà dans un système dominant. Donc Yes. forcément, il va avoir le filtre de la dominance et donc il ne saura pas en plus gérer quelqu'un qui est en position de dominer. Donc c'est en fait renverser le système. L'indice de notoriété de nos publications. C'est ça. C'est Oui, ça. c'est ça. Mmh. Est-ce qu'il y aurait quelques questions à poser à Alain ou à Catherine parmi nos participants résiduels, puisque certains ont déjà dû aller vaquer à leurs occupations? On entend quelqu'un qui parle, mais on ne sait pas qui c'est. Non, je pense que c'est un coup C'est de un téléphone. téléphone, ouais. Oui. Parmi nos patients qui sont aussi parmi nous, peut-être avez-vous des expériences à nous partager ou à confronter à ce que vient de nous dire Alain sur la certification d'un parcours de reconnaissance de la validation des acquis? Ça concerne combien de personnes à l'heure actuelle, votre expérience à l'un et à l'autre? Catherine? Ah, j'aime bien parce qu'on est, t'as vu, on n'est pas dominant ni l'un ni l'autre, on ne cherche Ouais. pas à prendre la parole le premier. On pourrait dire que nous, on a 350 diplômés, on vient de faire une enquête, donc on va savoir exactement plus où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et si on met les masterclass, ça concerne 500 personnes. Voilà. Et donc, de notre côté, sachant que le projet, effectivement, est en route depuis 2020, on a une soixantaine de diplômés avec un objectif de 200 à fin 2025. Mm. Voilà. D'accord. Monsieur Clary demande la parole. Oh, je ne demande rien, je demande simplement à réfléchir. Merci Catherine et Alain. Alors, moi, j'ai fait la VAE dans le temps. Et je trouve que moi, je suis pour le système canadien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait un cursus universitaire et d'être, par exemple, médecin. Je voulais être chirurgien, j'ai fait autre chose.
Et donc, très clairement, la valorisation des acquis est importante. Maintenant, se pose la question quand même des patients experts que vous connaissez par ailleurs, hein, avec les troncs communs d'ailleurs, où on peut être patient expert dans une association et aller dans une autre association. Il faut le dire parce qu'on le sait moins, mais il faut le dire. Et puis, je voulais aller dans votre sens en disant bravo d'abord pour ce que vous faites, mais je crois qu'il faut se démettre de ces cursus universitaires qui vous poussent à aller dans une filière canalisée sans avoir de regard vers à gauche ou à droite ou sur une autre action. Les pays nordiques travaillent beaucoup sur ça et travaillent beaucoup sur la possibilité d'être vigilant en permanence. Alors, si j'en crois, ne serait-ce que le secourisme, ils sont beaucoup plus affûtés que nous sur tout ce qui concerne le secourisme. Alors, moi, je voulais simplement en témoignage vous dire que bravo pour les VAE, c'est très bien, on peut faire des parcours sensationnels, je ne vais pas vous le dire le mien, mais après, il faut avoir ces possibilités de rebond que nous pouvons, pour laquelle la France n'était pas préparée. On fait un cycle d'études et on va dans ce cycle d'études. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir élargir à tout moment et de passer d'un endroit à un autre. Alors, merci. Je voulais simplement faire un témoignage, c'est tout. Merci de ce témoignage, Edgar. Mais est-ce que ça rapproche d'un système qui serait compatible avec un système d'apprentissage, du compagnonnage? Parce que moi, je suis chirurgien et je fais autre chose. Donc, c'est dans un sens comme dans l'autre. Par la validation des acquis de l'expérience aussi. D'accord. Non, simplement je conçois à tout moment que on peut changer d'avis et on peut faire autre chose. Je vous félicite et en tant que chirurgien, moi c'était mon rêve, hein. Je ne l'ai pas fait, mais je suis. C'était l'occasion de vous le dire. mais je suis j'avais dit si mes enfants font médecine, je le ferai, mais ils l'ont pas fait. Et donc, je suis très impliqué dans les hôpitaux, hôpitaux publics plutôt. Je suis très impliqué et en fait, je me dis, mais pourquoi les gens restent en deçà, quoi? Il faut qu'ils y aillent. Il faut les motiver. Et les deux personnes qui témoignent là sont justement pour motiver les gens. Et il faut y aller, il faut présenter des dossiers et il faut essayer de progresser. Voilà. Tout à fait. Michel. Oui, avec plaisir. Écoutez, d'abord, je suis absolument épaté et ravi de ce que j'entends parce que ça recoupe toutes les informations qui remontent de tous les secteurs de la santé. Alors, je voulais juste vous rappeler à d'autres que vous, parce que ça, je pense que vous êtes au courant, qu'il y a également une RAE, une reconnaissance des acquis de l'expérience qu'on met en œuvre dans les secteurs du handicap. Et en définitive, ce qu'on voit bien là, c'est qu'il y a un mouvement de fond. J'aime beaucoup l'idée de la valorisation, Alain, hein. Là, je ne te dis pas à quel point j'ai la banane quand j'entends ça. La question que je me pose est une question de transversalité. Comment dire, Edgar et moi, on est plutôt dans une filière verticale, mais cette filière verticale de pathologique, en réalité, elle entraîne beaucoup de comorbidités. OK ? Et toi-même, je suppose qu'en addicto, tu as de la comorbidité qui rôde, quoi. Bon. Et la question que je me posais, c'est cette VAE, est-ce qu'elle peut s'étendre à une pratique générale? Je prends mon exemple, ok, je suis diabétique, j'ai des problèmes cardiaques, j'ai des problèmes de neuropathie, etc. Et donc, en réalité, est-ce que je peux parler aujourd'hui d'une insuffisance cardiaque? Et parce que dans la pratique actuelle, il est dit que si tu es diabétique, tu parleras aux diabétiques, après c'est tout, quoi. Et que tu ne peux pas parler à l'insuffisance cardiaque, tu vois. Si. Ah oui, oui, pour moi, oui, c'est évident. Eh oui. Moi aussi. Puisque quand on est patient, partenaire, etc., il y a une partie qui est des savoirs expérientiels et il y a une autre partie qui est des savoirs acquis. C'est-à-dire, si tu es patient partenaire en oncologie, tu vas apprendre l'oncologie. Si tu vas aller patient partenaire dans je ne sais pas moi, en cardiologie, tu vas apprendre la cardiologie.
Catherine, excusez-moi d'intervenir, Oui. je reviens sur ça. C'est ce que je disais, Michel, dans le tronc commun, et après, tu peux faire ta spécialité. Bah Mais oui, bah je oui. crois que tout est ouvert, justement. Oui, Vas-y. oui, oui, oui. Mais alors, permettez-moi d'élargir encore la question. C'est que moi, je peux être marié à un insuffisant cardiaque ou parent d'une Oui, bien fibromyalgie. sûr, les aidants, absolument, Bien absolument. sûr. Parce que si on regarde, par exemple, nous, dans le patient partenaire en oncologie, il y a une grosse partie qui est évidemment applicable. Ça s'appelle savoir travailler avec des soignants. Ouais. Donc, on s'en fiche de la pathologie. Il y en a une autre, c'est l'ingénierie de projet, parce qu'on va te demander de répondre à des projets. Une autre, c'est apprendre à faire des questionnaires de qualité. Donc, tout ça, après, c'est transformer son expérience en expertise. Après, c'est des connaissances actualisées sur la pathologie ou le service dans lequel tu vas intervenir. Après, c'est des compétences relationnelles, écoute, empathie, conduire un entretien. Donc, c'est hyper transposable. On en a fait l'expérience. Nous, on en a des personnes qui étaient dans une pathologie qui sont intervenues dans une autre. Donc, c'est complètement important, évidemment. Oui. Complètement important de travailler sur la transversalité et de ne pas fermer le système avec, comme tu es diabétique, tu interviens en diabétique, sachant que quand tu as un diabète, quelquefois, progressant avec l'âge, tu as aussi d'autres pathologies cardiovasculaires, un peu de névropathie, etc. Donc ça, c'est tout un débat, effectivement. Mais moi, je fais partie des gens qui disent, non, c'est parce que, en fait, quand on travaille vraiment sur des compétences, c'est des compétences transversales la plupart du temps. Tout à fait. Donc, il y a un noyau de compétences transversales, donc ça serait vraiment stupide de réduire l'assignation à ta maladie pour travailler toute ta vie dans ta maladie. C'est pas sérieux, ça. Ça ne tient même pas en termes de réflexion sur un référentiel de compétences. Ça ne tient pas la route. Merci beaucoup. L'heure nous presse. Alors, Alain, un petit mot sur les aidants. Et puis, pour inverser l'ordre, un mot de conclusion? Alors, donc effectivement, on travaille aussi tout à fait avec les aidants. Donc, déjà avec le GHU Paris sur les proches aidants en santé mentale. Et c'est quelque chose que l'on rencontre dans toutes les associations de patients, hein, la dimension aidant. Et par contre, je ne sais pas si je dois dire par contre, mais c'est important d'accueillir les aidants sur leur souffrance propre d'aidant. Hein, c'est de ne pas en faire comme on aurait des bébés médicaments, de ne pas en faire des acteurs médicaments qui doivent soigner l'addiction de l'autre, mais de les prendre aussi pour ce qu'elles ont vécu, leur propre vulnérabilité d'aidant, hein, et de les accompagner là-dedans. Alors, peut-être en conclusion, l'intérêt d'une certification. Donc, cette certification, encore une fois, pour nous, elle n'est pas universitaire, même si on discute avec les universitaires, même si je suis présent effectivement dans le consortium VAE qu'anime Catherine. On a des gens, effectivement, chez nous qui ont bac-12 ou bac+12, ce n'est pas très important. Voilà, on a des gendarmes, on a des avocats de haut vol, il y a vraiment des gens très, très différents, mais ils ont ce point commun à la fois de l'addiction et du rétablissement. Et ça nous semble important de les reconnaître dans leurs compétences, c'est-à-dire que si on veut professionnaliser et donc, quelque part, arriver sur des emplois, on arrive sur des entretiens d'embauche. Et les Cités Caritas, un jour, m'ont appelé en disant, voilà, nous, on veut recruter des pères aidants, mais qu'est-ce qu'on peut leur demander de leur période addictive? J'ai dit, c'est très simple, rien. Hein, rien, c'est interdit par le Code du travail. Ce que vous pouvez leur poser comme question, c'est sur leurs compétences, hein, sur ce qu'elles ont fait. Et c'est à ça aussi que sert la certification, c'est protéger. Hein, puisqu'il y a cette histoire finalement d'identification du dévoilement. Le patient expert, c'est le seul acteur de santé, quelque part, qui structurellement doit se dévoiler, mais il doit se dévoiler dans une relation d'aide. C'est-à-dire, c'est son choix au moment qu'il choisit et dans le périmètre qu'il choisit. Ce n'est pas sur injonction et ce n'est pas sur justification. Et la certification, ça le protège aussi de ça. Belle conclusion, mon cher Alain.
Alors, en conclusion, je peux juste peut-être mettre juste une image des droits. Oui, oui, bien sûr. Oui, Si on te partage l'écran, je pense qu'on a l'autorisation. oui, j'ai le droit. Voilà, c'est juste ça. C'est notre slogan. Hein. Kerr et Cure sont dans un bateau et personne ne tombe à l'eau. Voilà. J'arrête le Merci partage. beaucoup. Ouais. Catherine, Approche que dire capacitaire. après? C'est un exemple. Alain présente un exemple d'approche capacitaire des vulnérabilités. Merci beaucoup.